Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, je prends le temps de faire cette vidéo FAQ. Depuis le temps que je dis que je vais la faire, encore ça va, je trouve qu'on n'a pas attendu trop longtemps. Et j'ai même pas pris le temps de me sécher les cheveux parce que j'ai eu la flemme. Ces derniers jours, vous avez été nombreux à m'envoyer plein de questions en tout genre sur YouTube et sur Instagram. Donc j'ai essayé de sélectionner ce qui revenait le plus souvent dans les questions. Et je m'excuse par avance si jamais vous avez posé une question qui n'apparaît pas dans cette FAQ. Soit c'est parce que je souhaite y répondre plus tard en vidéo, soit c'est juste que je n'ai pas eu le temps de répondre parce que ces derniers jours, j'ai reçu vraiment énormément de messages YouTube et de messages Instagram. Je pense être autour d'une soixantaine ou d'une centaine de messages par jour et je n'ai pas assez de temps dans une journée pour pouvoir tout lire parce que je ne suis pas youtubeuse à plein temps, que j'ai une vie professionnelle, que j'ai une vie personnelle et pas assez de temps pour pouvoir gérer tout ça. Et vu que je mets un point d'honneur à modérer l'espace commentaire, d'une parce que ça me tient à cœur de pouvoir lire tous les commentaires qui soient bons ou moins bons pour pouvoir éventuellement prendre le temps d'y répondre quand j'ai le temps, et de deux, pour pouvoir modérer correctement la chaîne afin d'éviter tout ce qui va être manque de respect, que ce soit à mon égard ou que ce soit à l'égard des personnes qui font partie de mes vidéos, c'est-à-dire notamment les vidéos sur lesquelles je réagis. Pour ma part, ce que je trouve aberrant, c'est le fait que l'on dénigre une personne pour son physique ou par rapport à sa profession, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes. Je ne cautionne pas du tout ce genre de choses. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de faire des critiques constructives, le droit de parole, je suis pour, mais je mets un point d'honneur à veiller à ce que vous ne dépassiez pas les limites. Donc c'est pour ça que si jamais entre-temps vous m'avez envoyé d'autres questions pour pouvoir apparaître vous aussi dans cette FAQ et que vous n'y apparaissez pas, j'en m'en excuse, ça sera peut-être l'occasion de refaire une FAQ. Peut-être une FAQ qui sera en live sur Instagram, je ne sais pas encore, j'y pense. On verra ça au moment où je referai éventuellement une FAQ, je vous poserai peut-être la question. Donc c'est parti pour la première question qui m'a été posée sur Instagram de Zana Efron. Plutôt sucré ou salé? Les deux. Ça va dépendre des jours, ça va dépendre des moments, ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc on peut dire que c'est les deux. Les vidéos que tu préfères tourner, sans aucune hésitation, je dirais les vidéos React. Même si c'est là où je prends le plus cher dans les commentaires, ça me demande pas énormément de travail, étant donné que la vidéo, vous vous en doutez, peut-être pas, mais je la regarde en direct, je ne prépare pas la vidéo en amont, je suis pas là derrière en train de prendre des notes pour ne rien oublier, vous faire un exposé détaillé de pourquoi je suis pour et pourquoi je suis contre. Je pars du principe que vous avez déjà vu une majorité de mes vidéos, et donc quand je fais une vidéo React, c'est juste pour vous permettre de prendre du recul sur les infos qui vous sont données dans cette vidéo, et que je puisse alors vous dire moi ce que j'en pense en rapport avec ce dont on a déjà parlé auparavant. Bien entendu, j'oublie souvent de parler de certaines choses, que ce soit quand je suis d'accord ou pas d'accord, mais il y a des vidéos avant pour pouvoir se référer à ce que je dis, même si j'ai pas tout le temps assez de place pour mettre toutes les fiches en question. Et oui, parfois j'ai du mal à me faire comprendre parce que j'ai encore du mal à partir du principe que les personnes ne sont pas dans ma tête et qu'elles n'ont pas toute ma réflexion. Il faudrait pouvoir avoir au moins une heure devant soi pour pouvoir débattre un petit peu du sujet en question. Je viens de cracher un geyser. Après, les vidéos sur lesquelles je prends plus de plaisir à tourner, ça va être surtout quand je vais faire la première vidéo d'une nouvelle série parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que ça remet un petit peu de légèreté sur tout ça. Donc ouais, les reacts, et puis quand je teste un nouveau genre de vidéo. Autre question de Elisa Fantasia. Est-on d'accord que si t'as pas faim, tu manges pas, même malade? C'est vrai que quand on parle d'alimentation intuitive et qu'on dit il faut mieux manger en ayant faim plutôt qu'en n'ayant pas faim, c'est le maître mot, ce que je dis tout le temps à mes patientes, c'est la flexibilité. On peut ne pas avoir faim, mais selon la situation, selon les circonstances, parfois on va quand même manger, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue des envies de manger émotionnelles. Le but, c'est pas de se dire j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. C'est beaucoup plus complexe que ça, ou plus simple que ça dépend comment on voit les choses. Mais il faut partir du principe que le but, c'est que ça reste quelque chose d'intuitif. L'alimentation intuitive, c'est de l'intuitif. On est bien d'accord que parfois, ça va être compliqué d'être à 100% à l'écoute de son corps. Donc, on va manger parfois même si on n'a pas faim. Peut-être par contre que sur le prochain repas, ce sera beaucoup plus facile de s'écouter et de manger à ce moment-là que lorsqu'on aura faim.
Mais quand on est malade, c'est vrai qu'on a quand même vachement moins faim que la normale, ou en tout cas si on ressent la faim, on a moins envie de manger. Ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'explique que quand on est malade, c'est un petit peu différent. Le but, en fait, c'est simplement de manger quand on a envie et de ne pas manger quand on n'a pas envie. Si on devait résumer un petit peu, ça serait plus ça, plutôt que de se dire que si on a faim, on mange, si on n'a pas faim, on mange pas. Le but, en fait, de l'alimentation intuitive, c'est de ne pas se forcer. Et manger par envie, c'est pas quelque chose que l'on doit diaboliser. Manger par envie, ça signifie juste que là, il y a de l'émotionnel quelque part. Alors, s'il y a une envie de manger qui arrive de temps à autre de manière ponctuelle, c'est tout à fait normal. Si on sent que régulièrement on ne mange que par envie de manger et plus du tout parce qu'on a la sensation de faim, là c'est qu'il y a sûrement un petit travail à faire au niveau de la gestion des émotions. Parce qu'en mangeant que par envie, ça ne permettra pas à votre corps de pouvoir réguler le poids comme il doit le faire. Est-ce que certaines personnes viennent te voir en étant bloquées et sont juste à leur poids de forme? Alors je pense que quand tu dis bloqués, c'est à vouloir dire qu'ils sont bloqués sur un certain poids. Alors oui, c'est possible. Il y a certaines personnes qui vont avoir des troubles du comportement alimentaire et qui vont vouloir perdre du poids, même si j'explique toujours que la perte de poids, ce n'est pas ce qu'on cherche dans la prise en charge. Le but, c'est de faire en sorte que dans le pire des cas, on ait au moins réussi à stabiliser le poids. Mais ça arrive que certaines personnes viennent me voir en étant à un certain poids, on normalise leur comportement alimentaire et malgré ça, le poids reste là où il était, il ne monte pas, il ne descend pas, il reste stable parce que tout simplement ils sont à leur poids d'équilibre et pas le poids de forme. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Autre question que j'ai vu passer tout à l'heure et que je n'arrive plus à retrouver, qui était toujours de la même personne, qui me demandait en général combien de temps est-ce qu'une prise en charge durait avec les patients. Ça va dépendre de chaque patient, mais on va dire qu'en moyenne, il faut compter 6 mois à 1 an. Autre question de Lydiane, que conseillerais-tu pour justement faire le BTS diététique et ne pas tomber dans un engrenage qu'impose notre société? Conseillerais-tu quand même ce BTS, surtout si on poursuit sur un côté plus psychologique ou pas du tout? Alors là, c'est un peu compliqué pour moi de répondre parce que je ne sais pas trop actuellement quelles sont les démarches dans le BTS diététique. Même si je pense pas que ça ait trop évolué d'un point de vue comportemental. Je pense que tout va dépendre de l'axe que vous souhaitez prendre par la suite. Si votre but c'est de travailler sur la perte de poids, les troubles du comportement alimentaire, le BTS diététique sera là pour vous apporter des notions générales de nutrition, mais d'un point de vue strictement comportemental, perte de poids, de par mon expérience, moi j'ai mis de côté tout ce que j'avais vu en BTS diététique pour pouvoir bien travailler avec mes patients actuellement. Même s'il y a beaucoup de notions que j'ai pu apprendre en BTS diététique, que j'utilise notamment tout ce qui va être biologie, physiologie, pour pouvoir un petit peu comprendre comment ça se passe au niveau du corps. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais forcément de faire le BTS diététique, tout va dépendre en fait de comment on va chercher à l'utiliser. Par contre, ça va demander à ce que vous vous formiez après le BTS diététique pour vous spécialiser vraiment sur le comportement alimentaire en tant que tel. Après, si c'est pour pouvoir travailler sur des régimes alimentaires spéciaux concernant des maladies, pour que travailler en hôpital ou ce genre de choses, là bien évidemment, le BTS diététique est à 100% adapté à la situation. Et par exemple, je me suis beaucoup posé la question là ces dernières années avec le terme diététicienne, parce que c'est vrai que quand on entend diététicienne, on pense régime, rééquilibrage alimentaire, on pense pas forcément comportement alimentaire, c'est pour ça que j'ai rajouté diététicienne comportementaliste. Mais je me suis rendu compte que le terme diététicienne rassurait quand même beaucoup les patients. Je suis sûre que vous-même, ça vous rassure de voir avant le mot comportementaliste diététicienne parce que vous savez que c'est un vrai professionnel de santé qu'il y a derrière. Donc voilà, ce terme diététicien peut rassurer, ça vous permet de montrer que vous avez un diplôme officiel dans la nutrition, mais dans mon cas par exemple le plus important c'est pas réellement mon diplôme de diététicienne. Pour moi le diplôme le plus important ça a été le certificat et l'attestation de ma formation sur les comportements alimentaires. As-tu des astuces pour gérer quand on a des enfants? Parce que c'est t'es d'accord, mais quand on est aussi responsable de l'alimentation de 3 autres personnes, ça me paraît compliqué d'adapter les repas aux envies de chacun. Encore une fois, merci pour ton boulot. Merci à toi pour le commentaire. Comment s'adapter pour les enfants? Alors comme je vous l'ai déjà sûrement dit dans d'autres vidéos, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner des conseils qui sortent de la théorie
parce que pour le moment je n'ai pas d'enfant et que j'aimerais bien pouvoir vous donner des conseils un peu plus pratiques que théoriques, mais je vais attendre encore un petit peu hein, pour faire des enfants, c'est pas pour tout de suite, mais pour en avoir longuement discuté avec des patients qui eux-mêmes essaient de mettre en place des choses à la maison, on est bien d'accord que c'est compliqué pour satisfaire chaque personne dans la famille. Donc là, le but, ça va être juste d'apporter une alimentation diversifiée. En règle générale, quand mes patients me posent cette question-là, je leur dis que la priorité, c'est qu'elles s'écoutent elles, parce que de toute façon, là, c'est elles qui viennent me voir en prise en charge, c'est elles qui ont besoin d'un travail sur leur comportement alimentaire. Donc la priorité, c'est qu'elles puissent apprendre à s'écouter elles, en sachant que bien entendu, par la suite, il y aura un peu plus de flexibilité. Le tout, c'est qu'il y ait chaque groupe d'aliments disponible, même s'il n'y a pas forcément ce dont tout le monde a envie, mais que chacun puisse, en fonction de son envie, pouvoir prendre ce qu'il désire prendre, en sachant que pour les enfants, c'est très important de les obliger au moins à goûter de tout, pour leur faire comprendre que leurs goûts alimentaires peuvent changer très rapidement, et leur montrer aussi que selon les recettes, ça n'a pas forcément le même goût, et qu'on peut aimer une recette, ne pas aimer une autre, mais que c'est très important de goûter. Ça permet aussi au cerveau de pouvoir enregistrer pas mal de données sur les aliments et pour pouvoir les aider par la suite tout au long de leur vie pour leur éducation alimentaire. Mais si par exemple un jour vous avez envie de manger du poisson et des épinards, mangez du poisson et des épinards. S'il y en a un qui a envie de manger des féculents, pourquoi pas rajouter le féculent dans le repas, ou sinon le lendemain de faire en fonction de l'envie de cette personne qui avait principalement envie de manger des féculents. L'équilibre alimentaire, il se fait pas sur un repas, il se fait pas sur la journée, il se fait sur la semaine, voire sur des mois. Donc, par exemple, moi ça va m'arriver de me dire que j'ai grave envie de manger des oranges, manque de peau, j'ai pas d'oranges à disposition, et les courses, je les refais que la semaine prochaine. Donc je vais juste me noter sur ma liste de courses oranges, et je sais que la semaine prochaine, j'aurai des oranges à disposition. Si l'envie de manger des oranges revient, je pourrai à ce moment-là satisfaire mon envie. Mais on est bien d'accord que c'est compliqué de tout avoir à disposition à la maison pour pouvoir combler chacune de nos envies. On ne sait pas trop à l'avance ce dont notre corps va vraiment avoir besoin, on va pouvoir tâtonner, mais voilà, le but c'est de pouvoir essayer d'anticiper un minimum en diversifiant quand même son alimentation, mais parfois il va y avoir des envies un peu plus fortes que d'autres. Si c'est pas disponible, on note, et puis la prochaine fois si l'envie revient, comme ça ce sera disponible, en sachant qu'il y a toujours possibilité éventuellement après de congeler. Toujours la même personne. Est-ce que tu penses que les régimes alimentaires choisis pour des raisons éthiques poussent aux compulsions alimentaires? Parce que, qu'on se le dise, on ne devient pas forcément végétarien par dégoût de la viande, mais souvent parce que sa consommation implique. Alors, c'est une question qui revient au moins une fois par jour dans les commentaires. Je pense vraiment que ça dépend de chaque personne. Par exemple, quand j'étais en formation, on m'a expliqué que quand il s'agissait de raisons éthiques, ça ne conduisait pas à des troubles du comportement alimentaire. Mais je suis pas totalement d'accord avec ça parce que parfois les personnes vont avoir envie de manger ce genre d'aliments et vont être dans la culpabilité de devoir manger ce genre d'aliments, et ça peut conduire à des compulsions alimentaires et à des troubles du comportement alimentaire. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je dis à chaque fois, hein, c'est la flexibilité. À partir du moment où vous êtes flexible, il y a peu de chances que vous tombiez dans un trouble du comportement alimentaire. D'ailleurs, récemment, j'étais en train de regarder la série Friends, et il se trouve que Phoebe, quand elle est enceinte, dit avoir envie de manger de la viande. Alors peut-être que c'est caricaturé, mais j'ai des personnes de mon entourage qui ont vécu exactement la même chose, qui ont arrêté la viande et qui, au moment de leur grossesse, m'ont dit « Cindy, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de manger de la viande, je me sens pas bien, je sais pas. » En fait, si tu ressens ce besoin de manger de la viande, c'est qu'à ce moment-là, ton corps a besoin de manger de la viande. Quand tu sentiras que tu n'en auras plus besoin, tu arrêteras d'en manger. Le but, c'est vraiment d'être flexible, en fait. Plus vous allez être rigide, plus il y a des chances que votre comportement alimentaire devienne défaillant. Et je sais qu'il y en a qui vont encore crier au scandale dans les commentaires, mais ce dont je vous parle, c'est vraiment des expériences que j'ai pu expérimenter avec des patientes. Au départ, par exemple, je me serais jamais dit qu'une personne qui souhaite devenir végétarienne va avoir des soucis de comportement alimentaire parce que dans sa tête, elle n'a pas cette histoire de perte de poids. Mais je pense qu'il y a quand même moins de risques de tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Le tout, c'est d'essayer d'être à l'écoute de ses envies. Il y a des personnes qui vont ne pas manger certains aliments pour des raisons éthiques et ne plus jamais, jamais, au grand jamais, avoir envie de ce genre de produit vu tout ce que ça engendre. Et il y a des personnes qui, malgré tout, vont ressentir une envie pour ce genre de produit. Alors peut-être pas tout le temps, mais de manière ponctuelle. Et le fait de ne pas
céder à ces envies-là, ça va vous créer de la frustration et cette accumulation de frustration peut vous conduire à des compulsions alimentaires. Ensuite, message de Rojan qui nous dit: dire que le problème de l'obésité et des maladies qui vont avec, c'est juste un problème de comportement alimentaire, c'est exactement comme dire que c'est un problème de volonté. Je suis pas d'accord avec ça. Dans le sens où, pour moi, volonté, ça implique du contrôle, ça implique de la motivation, et que les problèmes de comportement alimentaire, ça implique de l'inconscient, de l'instinctif, de l'intuitif, qui n'a absolument rien à voir avec du contrôle et de la motivation. On a beau être motivé et vouloir mettre du contrôle, si l'inconscient a décrété qu'il n'était pas d'accord, on peut avoir toute la motivation du monde et le contrôle du monde, on ne pourra pas le tenir. Donc je confirme bien pour moi que ce sont deux choses différentes et à aucun moment je dis que le fait d'avoir un problème du comportement alimentaire, c'est de la faute de la personne. Je fais juste comprendre que ces personnes-là, qui fait partie du coup de la majorité de la population, a vécu une expérience qui l'a conduit à avoir un comportement par la suite défaillant. On voit de plus en plus d'enfants obèses et diabétiques. Tu penses que ces enfants ont un mauvais comportement vis-à-vis de la nourriture et qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur corps, qu'ils doivent réapprendre à s'écouter pour perdre du poids et régler leur diabète tout en continuant à manger industriel. Alors je ne suis pas en train de dire que les enfants qui sont en obésité ne s'écoutent pas. Il faut savoir que les enfants ont une très forte capacité d'écoute de leur corps, bien meilleure que celle des adultes, parce que à la base c'est quelque chose d'instinctif et d'intuitif, le fait d'avoir un comportement alimentaire normal et d'écouter son corps. C'est juste qu'après, avec l'éducation sociétale et parentale, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ça se perd. Donc tout va dépendre du comportement alimentaire des parents qui vont être dans un état d'esprit très strict, très restrictif, avec une alimentation très équilibrée, très saine, avec aucun produit industriel. L'enfant risque d'avoir des troubles du comportement alimentaire par la suite, car trop restrictif. Et vu que les produits industriels existent, on est bien d'accord qu'à un moment donné, l'enfant va être confronté à ce genre de produits à l'école, au goûter d'anniversaire ou plus tard. Et bien dans ces cas-là, il va y avoir une certaine frustration, compensation qui va se mettre en place, qui va détraquer le comportement alimentaire. Et ça, je l'ai vu avec pas mal de patients. Et à l'inverse, des parents qui auraient des troubles du comportement alimentaire et qui par exemple ne diversifieraient pas leur alimentation mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils ne mangeraient que des produits industriels, des produits caloriques, forcément l'enfant n'aurait pas la possibilité de choisir ce que son corps lui demande sur le moment présent, exactement comme dans l'autre situation, et donc ça peut aussi créer du coup des troubles du comportement alimentaire. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument manger que des produits industriels, je ne fais pas l'apologie des produits industriels. Je dis juste qu'ils existent et qu'on doit nous apprendre à avoir un comportement alimentaire normal envers ce genre d'aliments. Mais je suis bien d'accord que d'un point de vue santé par rapport à tous les produits chimiques qu'il y a en plus dedans et peu naturels, que ce n'est pas le meilleur du monde. Mais concernant la prise de poids, je le répète, pour moi, un produit industriel n'est pas responsable de la prise de poids. C'est ce qui est responsable de la prise de poids, c'est tout le contexte socio-culturel et les croyances qui sont autour et d'un point de vue inconscient, comportemental, ce genre de choses. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur les causes des prises de poids des enfants qui peut aussi être liée à de l'émotionnel et pas que sur un comportement alimentaire défaillant. Aucun animal, y compris l'humain, n'a besoin de travailler sur son comportement alimentaire s'il a à sa disposition sa nourriture naturelle qui lui fournit tous les nutriments essentiels dont il a besoin. Il faut savoir aussi que les animaux domestiques comme les chats et les chiens peuvent devenir obèses et tomber malades en mangeant des croquettes à base de céréales, alors que dans la nature, l'animal obèse n'existe même pas. Alors, ce qui est important à savoir, par exemple, on va prendre les chats en exemple, parce que moi j'ai un chat qui est en train de faire dodo là d'ailleurs. Moi, je pars du principe que les animaux fonctionnent un peu pareil que les humains. Quand on a eu notre chat à la maison, j'ai mis un point d'honneur à sélectionner des croquettes qui étaient sans céréales pour qu'il y ait le moins possible de produits qui lui causent des maladies, pas de prise de poids. Pour la prise de poids, afin d'éviter que cela se produise, j'ai décidé de miser sur une alimentation intuitive avec mon chat, c'est-à-dire de lui donner des croquettes à volonté pour qu'il puisse lui-même se réguler. Parce que j'ai déjà pu me rendre compte avec le chat d'autres personnes que lorsqu'il y a un rationnement de croquettes qui sont données à des heures bien précises, le chat va avoir tendance à avoir un comportement alimentaire un petit peu défaillant qui va du coup lui causer une prise de poids et éventuellement des maladies liées à cette prise de poids. Et jusqu'à présent, ça réussit plutôt bien mon chat, il se régule lui-même. S'il avait besoin de plus, il mangerait plus, vu qu'il a tout à disposition. C'est lui
qui choisit. Crispy Coco qui me dit coucou, j'aime bien tes vidéos, à chaque fois je me demande à quelle heure tu te lèves le matin pour les poster aussitôt. Alors tout simplement, à part là cette semaine où ça a été un petit peu compliqué, vous l'aurez sûrement vu dans la vidéo où je vous parle de manger intuitivement quand on fait le ramadan. Vous l'avez pas encore vue parce qu'elle sort dimanche et que la vidéo dont je vous parle sort demain. Je viens de totalement spoiler la prochaine vidéo. Donc là, cette semaine était un peu particulière parce que j'ai dû me lever très tôt. Mais il faut savoir que, bien entendu, je ne suis pas une lève-tôt, je suis pas une lève-tard non plus. Mais je ne me lève pas à 6h du matin. Donc heureusement, la programmation des vidéos existe sur YouTube. J'ai juste à la programmer pour tel jour, telle heure et ça sort tel jour, telle heure. C'est la magie d'internet. Céline qui me dit merci pour tes conseils et ta bonne humeur. On m'a conseillé de cuisiner avec de l'huile de coco plutôt que du beurre. Que penses-tu de l'huile de coco? Ben, je pense que l'huile de coco, c'est une très bonne huile. Personnellement, j'adore utiliser l'huile de coco dans certaines préparations, mais dans d'autres préparations, je préfère utiliser du beurre. On dit, et j'ai été la première à dire qu'il ne faut pas faire cuire du beurre, sauf que je vis avec un breton. Donc dire à un breton qu'il ne faut pas cuisiner avec du beurre, ça a été un peu compliqué. Et honnêtement, il y a certaines préparations qui sont meilleures avec du beurre qu'avec de l'huile de coco ou de l'huile de tournesol ou de colza ou autre. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de privilégier la matière grasse que tu as envie d'utiliser. Par exemple, quand je vais cuisiner indien, je vais adorer mettre de l'huile de coco. Quand je vais cuisiner breton, je vais avoir plutôt tendance à cuisiner avec du beurre parce que c'est traditionnel. En fait, selon les recettes, on va avoir chacun nos préférences. Le but, c'est pas de tout le temps cuisiner avec la même matière grasse, mais de diversifier, d'être, je le répète, flexible. Mais si ta question concerne la prise de poids, il n'y a pas une matière grasse qui risque de te faire plus grossir que l'autre. Une question de Sia qui me dit bonjour, comment s'organiser pour faire des courses quand on mange intuitivement? Faut-il prévoir quand même des menus ou acheter plein de choses ne sachant pas de quoi on va avoir envie? Moi, ce que je te conseille, c'est en effet de prévoir des menus. Moi, c'est ce que je fais. Je prévois des menus tout en sachant que je vais être flexible sur les menus. C'est-à-dire que même si je prévois de manger des choses en particulier, le moment venu, j'ai peut-être pas envie de manger cette chose-là. Donc j'essaie d'être flexible. Personnellement, je jette assez rarement, voire jamais, la nourriture, malgré que je mange de manière intuitive, parce que justement, je vais plutôt être dans des aliments qui peuvent éventuellement se congeler. Et j'essaye d'acheter un tout petit peu de chaque aliment. Et les fois où je vais avoir une grosse envie d'un aliment en particulier qui n'est pas disponible à la maison, comme je le disais tout à l'heure, je note dans ma liste de courses. Et la semaine d'après, quand j'ai accès à cet aliment, soit l'envie n'est pas là et du coup je le garde pour un peu plus tard, soit l'envie revient et j'ai de quoi à ce moment-là assouvir mon envie. Mais à chaque fois que j'achète ces aliments-là, je peux être sûre que le jour même, l'envie revient parce que j'ai accès à l'aliment. Autre question de Olympique Marseille, encore une très bonne vidéo. Toi qui es sorti de tes troubles du comportement alimentaire en utilisant la méthode Zermati qui préconise de manger par faim, lorsqu'on est à table, qu'on a l'habitude de manger du fromage, comme un signal du cerveau qui nous demande notre bout de fromage, mais que nous n'avons plus faim, donc normalement on devrait sortir de table. Que faire? Déjà pour répondre à cette première question, parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres ensuite, si on n'a plus de sensation de faim, ça ne signifie pas qu'on n'a plus envie de manger. J'avais fait des vidéos sur satiété, rassasiement. La satiété, c'est quand on n'a plus cette sensation de faim. Rassasiement, ça signifie qu'on n'a plus envie de rien. Ou quand on n'a plus envie du plat, on a peut-être envie d'autre chose. Mais le rassasiement global, c'est vraiment quand on n'a plus envie de rien. C'est-à-dire que si vous sentez que là, vous n'avez plus de signaux physiques de faim, mais que vous avez encore envie de manger du fromage, c'est que votre rassasiement n'est pas encore arrivé. Votre rassasiement arrivera peut-être quand vous aurez terminé de manger le fromage. Ça veut dire que vous n'aurez plus envie de rien à ce moment-là. Le rassasiement peut donc arriver plus tôt ou plus tard en fonction des personnes. Entendu, l'idéal, c'est de faire en sorte que ce rassasiement arrive le moins tard possible. Donc pour ça, il y a plein d'astuces que je vous ai données dans d'autres vidéos et ce que je donne éventuellement aussi à mes patients pour pouvoir travailler sur cette histoire de rassasiement. Petite astuce là que je vais vous donner. Avant de manger, posez-vous la question de savoir ce dont vous avez envie. Est-ce que vous avez envie de manger l'entrée? Est-ce que vous avez envie de manger le plat? Est-ce que vous avez envie de manger le fromage? Est-ce que vous avez envie de manger le dessert? Si vous avez envie de manger le dessert en premier, mangez le dessert en premier. Vous faites une grave erreur en vous disant que vous gardez le meilleur pour la fin. Parce que le plus souvent, et je suis sûre que vous aussi ça vous est déjà arrivé, d'arriver au repas, d'avoir envie de manger votre dessert, de manger votre repas, et au moment d'arriver au dessert, vous n'avez plus faim, vous n'avez plus envie de manger,
Et soit vous êtes hyper frustré de ne pas pouvoir manger votre dessert parce que là, il n'y a plus la place. Et vous savez que vous n'allez prendre aucun plaisir à manger votre dessert, donc il faudra le garder pour plus tard. Soit vous l'avez tellement attendu depuis le début du repas que vous allez malgré tout le manger et vous forcer à le manger. Dans les deux cas, c'est pas forcément l'idéal. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de manger ce qui vous fait le plus envie en premier et de vous poser régulièrement la question pendant le repas, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de manger. C'est ce que je fais moi personnellement entre chaque bouchée. Je me pose instinctivement la question de quoi est-ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de manger un petit peu de viande, un petit peu de féculents, un petit peu de légumes? Est-ce que j'ai envie de passer au dessert? Des fois, ça va m'arriver de piocher de l'un à l'autre sans vraiment comprendre. Enfin, je comprends moi, mais il n'y a pas vraiment de logique en fait, vu qu'on a une alimentation intuitive. J'ai l'impression que si on doit manger uniquement par faim, la méthode Zermati s'apparente presque à un régime et cela est frustrant à la longue. J'aimerais beaucoup recevoir tes conseils sur cette méthode de maigrir sans régime. Bien, je suis totalement d'accord avec le fait que si on ne doit manger que lorsque l'on a faim, il s'agit du régime de la faim. Bah, on va appeler un chat un chat. Quand on entame un suivi avec les patientes au départ, il y a cette croyance, vu qu'on travaille énormément sur la sensation de faim, parce que c'est là que découle après le travail sur la satiété, les envies, ce genre de choses, les patientes adoptent cette croyance qu'on ne doit manger que lorsque l'on a faim. Mais quand je me rends compte que cette croyance commence à arriver, c'est à ce moment-là en général où j'interviens en disant non mais on se détend, on a le droit de manger par envie. En fait, c'est quelque chose de naturel de manger aussi par envie. Et le but c'est pas de culpabiliser parce qu'on a mangé alors qu'on n'avait pas faim. Le but c'est de pouvoir se dire il y a des moments où ça va être plus facile que d'autres de pouvoir s'écouter, tout simplement. Le but c'est qu'à un moment donné on laisse la possibilité à notre corps de pouvoir se réguler comme il veut. La flexibilité, les gars. Donc voilà pour cette première FAQ. Là, je me rends pas trop compte du temps que ça va prendre. Le but, c'était pas de faire non plus une vidéo trop longue. J'ai pris vraiment les questions qui reviennent le plus souvent, en espérant que ça aura pu éventuellement vous aiguiller et répondre à des questions que vous aussi vous vous posiez. Si jamais vous avez d'autres questions concernant les FAQ, n'hésitez pas à me poser ces questions sous cette vidéo et j'essaierai d'y répondre lors d'une prochaine FAQ. J'aimerais bien pour la prochaine FAQ essayer de le faire en live peut-être sur Instagram et je filmerai en même temps pour YouTube ou je le ferai directement sur YouTube. Je sais pas trop comment on fait, donc j'ai pas envie de trop m'avancer. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, si la prochaine FAQ se fait en live? Ça permettra d'avoir à ce moment-là plus de questions, on prendra plus de temps aussi pour en parler ensemble. Et puis ça me donnera l'occasion de papoter aussi avec vous. Et en attendant que ça se mette en place, ça me permettra, si vous mettez des questions sur cette vidéo, de pouvoir répondre à ces questions en attendant que tout le monde arrive pour la FAQ. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.